Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut, écoute, très mauvaise nouvelle. Tarek Fatah est mort. Ah oui, ben oui, j'ai vu ça. T'as vu ça? Le père de Natacha Fatah qui fait les nouvelles à CBC, qui est extraordinaire. Tarek Fatah, il était journaliste, commentateur d'origine pakistanaise. C'est un gars qui se battait contre l'obscurantisme musulman, islamiste. Écoute, c'était un être important, un courageux qui se battait contre l'État islamique, même contre le biais antisémite chez certains musulmans. Il a écrit un livre là-dessus. Écoute, pour la laïcité, pour la séparation de l'Église et de l'État, etc. Là, c'est quelqu'un qui était très important au Québec. Une grande gueule, Tarek Fatah. Qui avait salué le Québec. Il y a un mois, il a salué le Québec d'avoir mis en place la loi 21 sur... les signes religieux. Puis tu sais, il appuyait le Québec dans ses démarches vers la laïcité. Tarek Fatah, c'était une voix parmi... Hyper important. Il écrivait dans le Toronto Sun, entre autres, puis il était très mal vu de certains musulmans et tout ça, parce que, tu sais, il est dans la mouvance de Nadia El-Mabrouk, Jamila Benhabib et tout ça. Les crinqués ne l'aimaient pas. Ils l'aimaient pas, le menaçaient même. Mais c'était un homme qui voulait qu'on se comprenne et qu'on vive ensemble dans la laïcité. Puis il voulait pas céder à tous les... Pas céder le pas aux intégristes religieux. Puis il était contre le communautarisme, etc. Donc, il est mort de cancer. Grosse perte. Tarek Fatah, je viens tout juste de lire ça. OK. Hey, j'ai entendu le montage que c'est André-Sylvain Latour qui a fait, là, c'est entre autres sur cette prof-là. Sur 3 jours. Il a gardé 2 minutes. On voulait que ça soit représentatif et il en a gardé sur les 3 journées. Non, mais c'est certain que ses collègues savaient qu'il était comme ça. C'est sûr et certain. Mais voyons. Les murs sont en carton. Qu'est-ce que ça prend pour qu'un prof perdre sa job? Moi, je me souviens, j'avais un prof d'histoire et Dieu sait que maintenant, j'aime l'histoire, mais j'ai appris l'histoire moi-même en lisant des livres, mais lui, là, il s'assoyait, le prof, là, il était sur son arcade, je pense. Vous prenez votre livre, puis vous copiez dans un cahier, vous copiez de la page 21 à la page 25. Puis là, il s'assoyait, puis il regardait l'heure. OK, puis ça faisait des générations d'enfants qui en tomber là-dedans, là-dedans, Richard, parce que non, je veux pas qu'on dénigre les profs. Non, mais lui, il était mauvais. Je dis pas les profs, lui, il était mauvais. Comment ça fait que les mauvais profs continuent d'être mauvais? S'ils sont brûlés, c'est une job qui est dure, c'est une job exigeante. S'ils sont brûlés, qu'on les enlève de là, qu'on les mette ailleurs, qu'on les aide, qu'on les laisse pas à elles-mêmes, comme ce cas-là. Cette femme-là, là, est dépassée. Là. Cette femme-là est à bout, elle est plus capable. Ça me fait penser à... Tu te souviens, mets tes écouteurs. Tu te souviens, ce bout-là, là? On l'écoute. Sexe des chaises, tabarnak! Calmez-vous, monsieur. Ta gueule, hostie de face de raie, j'ai pas fini! Puis comme vous êtes la génération la plus débile que la Terre ait connue, qu'est-ce qu'on fait? On vous simplifie la vie. C'est le bonheur. Ça, on a ri. Moi, j'ai entendu ça la première fois, j'ai ri. Je n'ai parlé avec François Havard. Tu sais, c'était drôle. Puis là, tu disais, OK, il est exaspéré, non, le mais il y prof, avait une cause. Il défendait une vision de l'éducation. Elle a fait rien que crier. Après des petits pits de première année. Première année? Non, ça va pas bien. Elle ferme pas juste, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. Ça va pas bien. Fait que, bref, là, nous, c'est un parent qui a enregistré ça à l'insu, évidemment, du prof et de l'élève. Puis on a hésité avant de le diffuser, mais on a fait des vérifications. André-Sylvain a fait le tour, là, a fait le tour du blog pour s'assurer que, c'était vrai, puis que 2, là, faut qu'il y ait un suivi à ça. Moi, cette femme-là a besoin d'aide, là. C'est pas une question de la congédier, puis je veux pas qu'on la nomme, puis je veux pas qu'on l'identifie trop, parce que, je veux pas qu'on s'en prenne à elle. Non, c'est pas personnalisé, on veut pas personnaliser, mais vraiment, écoute, les enfants doivent complètement... Mais la direction d'école est fautive là-dedans. Complètement. Écoute, je suis pas un fan, tout le monde le sait, puis toi non plus, t'es pas un fan du Parti libéral du Québec. On s'entend, hein? Mais tant qu'à choisir un chef, je choisirais Mme Risky. Tant qu'à choisir un chef. Ben non, Jean Charest revient, là. Marois Risky, elle ferait une bonne chose. Elle le dit, elle veut rien savoir. Elle va avoir un deuxième enfant, elle va avoir le temps d'être avec ses enfants, puis ça, elle le dit. Sauf que je trouve que c'est une perte pour ce parti-là. Tu sais quoi la différence entre Marois Risky et Jean Charest?
As-tu 2 heures là-dessus ou quoi? Une des différences, c'est que Marois Risky, elle, accepte les demandes d'entrevue, même si elle sait qu'il va y avoir un débat d'idées. Même si elle sait que ça va brasser un peu. Jean Charest, lui, là, il va juste dans des entrevues où on lui demande comment ça va, puis c'est quoi sa couleur préférée. Mais quand c'est le temps de sortir la liste des événements sur lesquels on veut des explications... Quel est l'héritage? Il te regarde comme s'il pouvait emmener large le petit monsieur Rondelet. Tu sais, là, on se calme. Quel est l'héritage politique des années Charest? Il était là. T'avais l'impression... Une grande machine politique. C'est une machine à faire de l'argent puis à garder le pouvoir. On va avoir le pouvoir, oui, mais le pouvoir, pourquoi? C'est-tu trop demandé de dire à un parti, pourquoi tu vas avoir le pouvoir? Ouais. Qu'est-ce que tu veux laisser? Il dit, tu sais, il a dit en entrevue, le Parti libéral a laissé, avec Philippe Couillard, le donneur de leçons, là, 8 milliards à la CAQ. Sauf que jamais il dit, M. Charest, comment il a mis de côté 8 milliards. Dans quelle poche il les a pris, ces 8 milliards? En coupant quel service pour accumuler 8 milliards? Ils sont toujours bien pas tombés du ciel, ces 8 milliards de dollars-là. Ils viennent de nos poches à nous tous. Puis lui, il dit, oui, on a... Hey, t'as coupé 1 milliard en éducation. 1 milliard. Ça, c'est M. Couillard, là, le prix Nobel, donneur de leçons. M. Moral. Oui. Là, on peut en faire. Tu as vu l'affaire, là, les maisons pour aînés? J'en parlais avec le docteur Régent Hébert, qui a déjà été, ministre de la Santé. J'ai entendu ça. Pourquoi on n'a pas pris cet argent-là puis mettre ça dans les soins à domicile? Ils ont fait des maisons chaînées. Les soins à domicile. Les soins à domicile. C'est ça la clé. Tout le monde le dit. Régent Hébert le disait aussi. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Ben non, sais-tu pourquoi? Parce les vieux que Marguerite Blais était là. Marguerite Blais, qui avait fait le tour des CHSLD avant la pandémie, qui trouvait que tout allait bien, que tout était beau. Elle avait mis 5 millions pour redécorer des CHSLD. Puis elle n'a jamais vu qu'il manquait de personnel, que les directions étaient pseudo-là, qu'ils mangeaient tiède à 4 heures l'après-midi. Tu te souviens Field of Dreams, le film de baseball? Build it and they will come. Build it and they will come. Le gars dit, je vais construire un stade de baseball en plein milieu d'un champ de maïs, et puis les anciens fantômes des grands joueurs, les fantômes des grands joueurs vont venir. Build it and they will come. Ben, c'est ça. On va créer des maisons des aînés, puis là, soudainement, il va y avoir de la main-d'œuvre, comme par magie. Ouais. Les gens vont sortir des champs de maïs puis vont aller travailler pour les maisons des aînés. Ben non! C'est ça. Mais c'est drôle comment la CAQ, tout à coup, là, pogne le champ. Tu sais, sur la maison des aînés, sur les CHSLD, la gestion des CHSLD, on dit non, maison des aînés, c'est ça, puis c'est rien d'autre. Il faut qu'on commence... Alors que tout le monde dit, c'est les soins à domicile qui sont la clé. Ça commence à se fissurer, l'image de la CAQ. Sérieusement. Ouais. Parce que même là, tu sais, l'idée, là, on va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, ils ont complètement abandonné ça. C'est fini, là, ils le savent, là. La porte est fermée, ils veulent rien savoir. Fait que là, ils sont rendus, là, c'est quoi la CAQ? C'est quoi la CAQ? C'est autonomiste. C'est autonomiste, ce que j'ai jamais compris. C'est quoi autonomiste? Moi, je suis autonome, je suis capable d'aller faire pipi tout seul. C'est quoi être autonomiste? T'es pas indépendantiste? Comment on peut être autonomiste quand on dépend du gouvernement fédéral? Ouais. Comment tu peux être autonomiste? Puis tu sais, ce qu'on a envoyé, là, on a envoyé 12 secondes à Marois Risky de l'échantillonnage de 3 jours là, dans une classe. 12 secondes. Puis elle a dit, je m'en viens. Je vais être là. On a envoyé les mêmes 12 secondes à l'équipe de communication du ministre Drainville. Puis, tu sais, nous autres, on est là derrière un micro. On a tellement de pouvoir, on a tellement des solutions à toutes. Bernard Drainville le faisait à 98.5. C'était pareil. Mais là, tout à coup, il a peur que tu vas y parler du troisième lien. Je veux pas y parler. C'est le ministre de l'Éducation. C'est pas le ministre du troisième lien. C'est pas le ministre des tramways. C'est le ministre de l'Éducation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation. Oui. Il va faire quoi? Il va-tu demander au centre de service d'Émile-Île d'enquêter? Il viendra pas parce que là, il a peur que tu le squeezes un coin sur le troisième lien. C'est ça la nouvelle tactique. Mais je veux pas lui parler de troisième lien. Mais je trouve que la CAQ, là, ça va pas bien. Ils ont comme perdu leur mojo. Là. Ils sont pas sur leur X pantoute. Il y a quelque chose qui va pas dans ce parti-là. Je sais pas pourquoi tu dis ça. On a eu un beau succès avec la SAQ puis Éric Kerr. 500 millions à IBM là, pour que ça chie. Que vaut la parole de la CAQ?
quand tu as un ministre comme Éric Kerr qui a dit « Je mets mon siège en jeu Ouais. », puis il ne sac pas dehors, puis il part pas, à partir de là, que vaut la parole de la CAQ? La prochaine fois que la CAQ va envoyer un ministre dire hey, « Je vous le dis, là, on est vraiment sérieux », on va partir à rire. Tu sais quoi la On va réponse à partir ta à question? rire. C'est que les premiers de la DQ CAQ, là, les premiers Éric Kerr, là, les premiers de la gang là, autour de François Legault, là, quand il a créé la CAQ, là, eux autres là, sont immuables. Eux autres sont intouchables. Tous les autres qui se sont greffés, eux autres sont sur un siège éjectable comme ils sont tous en politique ou dans les médias. On est tous pareils. Mais ceux qui sont dans le noyau dur de la CAQ, là, intouchables. Et vraiment, là, Mais on tu sais, ne pourra jamais les ébranler. une fois que, tu sais, madame, j'étais trop sous, faut que tu me pardonnes. Oui, c'est vrai que j'ai fait des gestes inappropriés, mais pardonne-moi. Non, une fois que tu as menti, une fois que tu as regardé les électeurs et tu leur as menti, le bris de confiance, il est brisé. Il est brisé. Ben, ils ont fait la loi 21, puis ils ont fait la loi 96. Il faut leur donner ça aussi. T'sais, ils ont agi sur les violences sexuelles. Ils ont quand même des réussites à leur dossier. Là. On peut pas tout jeter par-dessus bord. Mais là, ils ont besoin de se ramasser et de se redresser un peu. Puis de faire ce qu'ils disent, de dire ce qu'ils font. L'été va faire du bien à tout le monde. Juste, je sais que toi, tu es un grand fan des drag queens. Je veux juste, je voulais pas le faire quand tu as parlé de Tariq Fatah parce que c'était sérieux, mais Barry Humphries C'est qui, ça? est mort, 89 ans, Damon Everidge, Damon. que j'ai vu sur Broadway en 2004-5. Okay? Mais lui, il a fait toute sa carrière habillé en femme. Non, Mais tu sais, il a été scénariste. Écoute, il faisait ça depuis 1955. Je pensais à Gilda. Je sais pas toi, Gilda. Moi, je regardais Gilda, j'avais 10-11 ans, puis je la trouvais cute. Puis je savais pas que c'était un homme. Mais Damon, c'était pas une caricature outrée, outrancière. Ben oui, non. Il y avait une perruque. Écoute, je l'ai vu sur Broadway. Attends une minute, là, il y avait une perruque mauve avec des bling-bling au doigt, puis il était drôle. Non, mais il était pas là comme... tu sais, c'était pas une caricature. Ben là, oui, il était outrancier et outrancière. Il était drôle, tu sais, il était over the top. Hello, possum! Puis là, il parlait... Oui, mais il faisait comme une madame, mettons, je sais une pas... Une grosse bourge, là. Oui, c'est ça. Une vendeuse de chez Eaton. C'était pas la Gerda, là. Son personnage de... Non, il était pas son sexué. Son personnage de drague était pas sexué, c'était pas la Gerda. Non. C'était pas ça. Il avait l'air d'une madame. Mais là, c'était drôle. Il était drôle. T'sais, moi, je me souviens, là, on était là sur Broadway, on avait eu des billets, puis des bons billets, des rabais. Les billets en rabais, là, souvent, quand tu vas à la dernière minute, tu vas pogner ça. Puis, écoute, puis on s'en souvient encore, on s'en parlait ce matin. Vraiment, c'était comme Jean-Michel Anctil quand il faisait Priscilla. Il était drôle à mort. Oui, Priscilla. Mais c'est ça, c'était pas sexué. Ben, un petit peu. Il a déjà embrassé Denis Coderre sur la bouche, à qui on souhaite prompt rétablissement en passant. Tout à fait. OK. Il arrête pas, il met des photos de lui constamment quand même. Mais ferme ta jaquette dans tes fesses, par Denis exemple. a besoin d'amour. C'est correct. Il aime ça. Qui en a pas besoin? Ben oui, toi, Guillaume Lepage avait une émission qui s'appelait Besoin d'amour. Hein? Exactement. ça remonte. Il a son amour, là. Il peut être tranquille. On se laisse là-dessus. Merci, Charles. Bye. Du Trisac. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible